Mon fils de 9 ans a commencé à porter son sac à dos partout et refusait d'être seul avec mon fiancé. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a chuchoté. « Maman, on ne peut pas aller au musée samedi. » J'ai dit « Pourquoi pas, chérie ?» Il a sorti un enregistreur vocal d'une main tremblante et a appuyé sur lecture. La voix de mon fiancé a rempli la pièce. Ce samedi. La cage d'escalier. Facile de simuler une chute. Accident tragique. Je suis resté figé d'horreur absolue. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une banlieue tranquille de Portland, en Oregon, Sarah Chen vivait avec son fils de 9 ans, Thomas, dans une modeste maison à 2 étages. 3 ans s'étaient écoulés depuis l'accident qui avait coûté la vie à son mari, David. Un chauffard-ivre, une nuit pluvieuse, et en un instant, tout avait basculé. Sarah travaillait comme institutrice dans une école primaire, et Thomas fréquentait la même école. Ensemble, ils s'étaient créé une vie paisible, juste tous les deux, réapprenant à sourire après tant de douleurs. Le beau-frère de Sarah, Michael, le frère cadet de David, habitait à 20 minutes de là et leur rendait visite régulièrement. Il aidait aux réparations dans la maison, emmenait Thomas à l'entraînement de baseball et était toujours là quand ils avaient besoin de lui. Michael ne s'était jamais marié et semblait se consacrer entièrement à préserver la mémoire de son frère en prenant soin de sa famille. « Tu n'as pas à faire tout ça », disait souvent Sarah, reconnaissante. « David aurait voulu que je le fasse », répondait toujours Michael avec un sourire triste. Thomas était un garçon vif et curieux, avec les yeux sombres de son père et la nature douce de sa mère. Il adorait les sciences, collectionnait les pierres et rêvait de devenir géologue. Sa chambre était remplie d'échantillons de minéraux, de livres sur les volcans et de cartes des plaques tectoniques. Après la mort de David, Thomas était devenu plus silencieux, plus observateur, comme s'il avait vieilli de plusieurs années en quelques mois. Mais peu à peu, avec le temps, son rire était revenu. Tout a changé lorsque Sarah a rencontré Marcus Webb lors d'un congrès d'enseignants à Seattle. Marcus était conseiller financier, récemment divorcé, avec un sourire chaleureux et une manière attentionnée. Il écoutait Sarah parler de Thomas, de l'enseignement, des petites joies de sa vie reconstruite. Il semblait sincèrement intéressé. Ils ont échangé leurs numéros, et ce qui avait commencé par des rencontres occasionnelles autour d'un café s'est transformé en quelque chose de plus. 6 mois plus tard, Marcus était devenu une présence régulière dans leur vie. Il apportait des cadeaux attentionnés pour Thomas, des kits scientifiques et des livres de géologie. Il emmenait Sarah dans de bons restaurants et insistait toujours pour payer. « Tu mérites qu'on prenne soin de toi », disait-il. Thomas semblait l'accepter, bien qu'il restât réservé. Sarah attribuait cela à une prudence normale, à la loyauté envers la mémoire de son père. Elle pensait que le temps guérirait cette distance. Michael, cependant, montrait un malaise visible envers Marcus. « Il y a quelque chose qui me dérange chez lui », a dit Michael un jour en réparant la rampe du Porsche arrière. « Il est trop parfait, Sarah. Trop lisse. » Sarah a ri doucement. « Tu es surprotecteur. Marcus est bon pour nous. » Michael la regarda sérieusement. « David m'a fait promettre de prendre soin de vous deux. Je ne fais que tenir cette promesse. » Sarah lui serra affectueusement le bras. « Et tu le fais, Michael. Mais j'ai le droit d'être à nouveau heureuse. » Les incidents ont commencé 3 mois après que Marcus ait commencé à passer plus de temps à la maison. Un samedi matin, Thomas est tombé dans les escaliers. Il a dit qu'il avait trébuché, mais la chute était grave. Il s'est fracturé le poignet et avait des bleus sur tout le corps. À l'hôpital, le médecin l'a examiné attentivement. « Les enfants sont résistants », a dit le médecin. « Mais soyez prudente. Une chute comme celle-ci aurait pu être bien pire. » Sarah tenait la main non blessée de son fils. « Je suis tellement désolée de ne pas avoir été là », a-t-elle murmuré. « Ce n'est pas grave, maman », a dit Thomas, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui n'y était pas avant. 2 semaines plus tard, Thomas a eu une grave réaction allergique. Son visage a enflé, sa gorge s'est resserrée, et Sarah l'a transporté en urgence à l'hôpital, paniqué. Il a mangé quelque chose contenant des arachides, a expliqué le médecin. Savez-vous ce que c'était ? Sarah était déconcertée. Nous sommes extrêmement prudents. Thomas sait qu'il a une allergie sévère. Nous ne gardons rien avec des arachides à la maison. Le médecin a hoché la tête. Eh bien, d'une manière ou d'une autre, il en a ingéré une quantité importante. Il a de la chance que vous ayez agi si vite. Thomas s'est rétabli, mais Sarah a remarqué qu'il devenait encore plus silencieux, plus vigilant. Marcus a été d'un soutien merveilleux pendant ces 2 incidents.
Il est resté à l'hôpital, a apporté du café, a serré Sarah dans ses bras quand elle pleurait. Les accidents, ça arrive, disait-il doucement. Les enfants touchent à tout. On ne peut pas les surveiller à chaque seconde. Ces paroles étaient réconfortantes, mais d'une certaine manière, elles donnaient à Sarah l'impression d'être une mère négligente. Michael, en revanche, posait des questions différentes. Comment Thomas est-il tombé exactement? Qu'a-t-il mangé exactement? Sa suspicion semblait presque insultante. Un mois plus tard, les freins de la voiture de Sarah ont lâché alors que Thomas était avec elle dans le véhicule. Elle le ramenait de l'école quand elle a appuyé sur la pédale de frein et que rien ne s'est passé. Son cœur s'est arrêté. Elle a tiré le frein à main, a fait une embardée dans un champ herbeux, et la voiture s'est finalement arrêtée à quelques centimètres d'un arbre. Thomas tremblait, pâle comme la mort. Le mécanicien a examiné la voiture et a découvert que la durite de frein avait été coupée. Ce n'était pas un accident, a-t-il dit gravement. Quelqu'un a saboté votre voiture. Sarah a appelé la police. Un agent a pris sa déposition, a examiné la voiture et a demandé si quelqu'un avait accès à son garage. Mon petit ami a une clé, a dit lentement Sarah. Et mon beau-frère. Mais aucun d'eux ne ferait. Elle ne pouvait pas finir sa phrase. L'agent a dit qu'il mènerait l'enquête, mais a prévenu qu'il était difficile de prouver un sabotage intentionnel sans témoin ni preuve claire. Sarah sentit son monde vaciller. Quelqu'un avait essayé de la tuer. Avec Thomas dans la voiture. Ce soir-là, Marcus est venu. Il a tenu Sarah pendant qu'elle pleurait. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse faire ça, a-t-il dit en lui caressant les cheveux. Tu as besoin d'une meilleure sécurité. Je vais installer des caméras autour de la maison. Sarah lui était reconnaissante pour son instinct protecteur. Michael est arrivé 1 heure plus tard, et la tension entre les deux hommes était palpable. Il faut qu'on parle, a dit Michael à Sarah. Seul. La mâchoire de Marcus s'est crispée. Tout ce que tu as à dire à Sarah, tu peux le dire devant moi. La voix de Michael était froide. Non, je ne peux pas. Dans la cuisine, Michael a parlé avec urgence. Sarah, Marcus a accès à ta maison, à ton garage, à ta vie. Ces incidents ont commencé après son arrivée. Sarah s'est écartée. Tu ne peux pas sérieusement penser que Marcus ferait du mal à Thomas. Il nous aime. L'expression de Michael était peinée. L'assurance vie de David. Tu as touché 2 millions de dollars. S'il t'arrive quelque chose, ça va à Thomas. S'il vous arrive quelque chose à tous les deux? Il n'a pas terminé. La colère a monté en Sarah. Sors d'ici, Michael. Je n'arrive pas à croire que tu puisses accuser Marcus d'une chose aussi horrible. Michael est parti, mais ses paroles ont résonné dans son esprit toute la nuit. Thomas a cessé de bien dormir. Sarah l'entendait errer dans la maison la nuit. Elle le trouvait en train de vérifier les serrures, de regarder par les fenêtres. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demandait-elle doucement. « Rien, maman », répondait-il, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Il a commencé à porter son sac à dos partout, même à l'intérieur de la maison. Quand Sarah lui a demandé pourquoi, il a dit qu'il aimait avoir ses affaires près de lui. Elle a attribué cela à l'anxiété après les incidents. Marcus a demandé Sarah en mariage par une claire soirée d'automne au bord de la rivière Columbia. La bague scintillait à la lumière du coucher de soleil. « Fais de moi l'homme le plus heureux du monde », a-t-il dit. « Laisse-moi être le père dont Thomas a besoin. » Sarah a dit oui, emportée par le romantisme, par la promesse d'une famille à nouveau complète. Quand elle l'a annoncé à Thomas, son visage est devenu blême. « Maman, on peut parler? Seul ?» Mais Marcus était là, célébrant, ouvrant le champagne, et le moment est passé. Cette nuit-là, Thomas a réessayé. « Maman, je dois te dire quelque chose d'important. » Mais le téléphone de Sarah a sonné, c'était sa mère qui appelait pour les féliciter, et Thomas s'est retiré dans sa chambre. Sarah a remarqué qu'il fermait sa porte à clé, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Elle a pensé qu'il avait besoin de temps pour s'adapter à la nouvelle. L'incident suivant fut le plus terrifiant. Thomas faisait du vélo dans leur quartier tranquille quand une voiture a déboulé à toute vitesse au coin de la rue, droit sur lui. Thomas a fait un écart, s'est écrasé dans une haie, et la voiture a disparu. Il est rentré à la maison éraflé et secoué, son vélo détruit. « As-tu vu le conducteur ?» a demandé Sarah désespérément. Thomas a secoué la tête, mais ses mains tremblaient. « C'est arrivé si vite ?» a-t-il murmuré. Sarah a insisté pour déposer une autre plainte. L'agent de police a reconnu leur adresse. « Madame Chen, vous avez eu 4 incidents graves en 3 mois. Tous impliquant votre fils ou vous deux. Ce n'est pas une coïncidence.
Sarah se sentit mal. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'agent a choisi ces mots avec soin. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce qu'il vous arrive, à vous et à votre fils? Sarah a immédiatement pensé aux paroles de Michael. L'argent de l'assurance. Mais qui? Qui pourrait vouloir leur mort? Michael a appelé ce soir-là. Sarah, s'il te plaît, écoute. J'ai demandé à un détective privé d'enquêter sur le passé de Marcus. La voix de Sarah était glaciale. Tu as fait quoi? Michael a poursuivi avec urgence. Son ex-femme n'a pas divorcé. Elle s'est enfuie. Elle a une ordonnance restrictive. Il y a eu des allégations de violence, de manipulation financière. Sarah, son entreprise de conseil financier est en train de couler. Il est criblé de dettes. Il a désespérément besoin d'argent. Sarah lui a raccroché au nez. Mais le doute s'était immiscé en elle. Cette nuit-là, elle n'a pas pu dormir. Elle a repensé à la chronologie. Les incidents avaient commencé après que Marcus se soit sérieusement engagé dans leur relation. Après qu'il ait commencé à passer du temps seul avec Thomas. Après qu'il ait eu une clé de leur maison. Non, se dit-elle. Marcus nous aime. Michael est jaloux, aigri, il essaie de saboter mon bonheur. Mais Thomas connaissait la vérité. Il le savait depuis 6 semaines. Tout a commencé lorsque Thomas est rentré plus tôt de l'école un jour à cause d'une réunion de professeurs. Il est entré dans la cuisine et a trouvé Marcus près du comptoir, vidant soigneusement une capsule de poudre d'arachide dans les biscuits préférés de Thomas, ce que Sarah venait de préparer ce matin-là. Thomas s'est figé sur le seuil, sans être vu. Marcus marmonnait pour lui-même. Juste assez pour nécessiter une hospitalisation. Créer un schéma. Faible, maladif, sujet aux accidents. Ça rendra l'incident final plus crédible. Thomas recula silencieusement, le cœur battant à tout rompre. Il est allé dans sa chambre et a essayé de comprendre ce qu'il avait vu. Marcus essayait de lui faire du mal. Mais pourquoi? Et s'il le disait à sa mère, le croirait-elle? Marcus était toujours si parfait, si attentionné. Thomas n'était qu'un enfant. Il lui fallait des preuves. Le lendemain matin, Thomas a vérifié les biscuits. Il sentait l'arachide. Il les a soigneusement placés dans un sac en plastique et les a cachés dans son sac à dos. Puis il a commencé à observer Marcus, à vraiment l'observer. Il a remarqué comment Marcus se portait toujours volontaire pour travailler sur la voiture. Comment Marcus proposait de sortir les poubelles, ce qui lui donnait accès au garage où la voiture était garée. Comment Marcus suggérait des activités qui laisseraient Thomas seul ou vulnérable. Thomas a commencé à porter un petit enregistreur numérique que son père lui avait donné des années auparavant pour enregistrer les sons de la nature. Il le gardait dans sa poche, enregistrant toujours lorsque Marcus était là. Pendant des semaines, il n'a rien capturé d'utile. Juste des conversations normales, des interactions normales. Mais Thomas était patient. Il avait appris cela de sa collection de pierres. Les bons échantillons demandaient de la patience et le bon moment. Puis, un soir, alors que Sarah prenait un bain, Thomas a entendu Marcus au téléphone dans le salon. Thomas s'est glissé jusqu'à l'embrasure de la porte, l'enregistreur en marche. La voix de Marcus était basse mais claire. La durite de frein, c'était trop évident. Les flics flairent quelque chose maintenant. Je dois être plus prudent. Une pause. Oui, le gamin est la clé. S'il part en premier, elle sera dévastée, vulnérable. Ensuite, je la console, on se marie rapidement, et quand elle aura un accident, je serai le veuf éploré. L'assurance me reviendra en tant qu'époux. Une autre pause. 2 millions de dollars. Ça vaut la peine de patienter. Le sang de Thomas se glaça. Il retourna dans sa chambre en rampant, tout son corps tremblant. Marcus prévoyait de le tuer, puis de tuer sa mère. Pour l'argent de l'assurance. Thomas serra l'enregistreur comme une bouée de sauvetage. Il avait des preuves maintenant. Mais à qui pouvait-il le dire? Sa mère était amoureuse de Marcus. Elle l'avait défendu contre l'oncle Michael. Croirait-elle son propre fils plutôt que l'homme qu'elle prévoyait d'épouser? Thomas décida qu'il lui en fallait plus. Il lui fallait quelque chose d'indéniable. Il a commencé à être extrêmement prudent, ne mangeant ni ne buvant jamais rien que Marcus ait touché, ne restant jamais seul avec lui, restant toujours sur ses gardes. Il enregistrait chaque conversation. Il prenait des photos avec son téléphone. Il documentait tout dans un carnet caché sous son matelas. L'incident du vélo avait été réel, et Thomas avait vu le conducteur. C'était Marcus. Thomas avait reconnu la voiture, la même voiture de location que Marcus avait empruntée cette semaine-là, prétendant que la sienne était au garage.
Mais Thomas n'a rien dit. Il était terrifié, mais il constituait son dossier. Il pensait à son père, à quel point son père avait été courageux. Thomas devait être courageux aussi. Il devait protéger sa mère. Sarah a remarqué le comportement étrange de Thomas. Le sac à dos qu'il ne lâchait jamais, la façon dont il observait Marcus, sa réticence à être seul avec lui. Elle lui a demandé plusieurs fois si quelque chose n'allait pas, mais Thomas se contentait de dire qu'il allait bien. Il voulait tellement le lui dire, mais il avait peur. Peur qu'elle ne le croie pas. Peur que Marcus trouve un moyen de s'en sortir. Peur que si Marcus savait que Thomas le soupçonnait, il agirait plus vite, plus désespérément. Puis vint la nuit qui changea tout. Sarah et Marcus discutaient des préparatifs du mariage dans la cuisine. Thomas était censé être dans sa chambre à faire ses devoirs, mais il écoutait depuis les escaliers, l'enregistreur tournant comme toujours. Le téléphone de Marcus sonna. Il sortit sur le porche arrière pour prendre l'appel, mais la fenêtre était ouverte. Thomas se rapprocha. « Je ne peux plus attendre », dit Marcus au téléphone. « L'enquête sur la voiture complique les choses. Je dois accélérer le calendrier. » Pause. « Oui, ce samedi. Sarah l'emmène au musée des sciences. Je les retrouverai là-bas. Le bâtiment a cette grande cage d'escalier, celle avec les murs en verre. Facile de mettre en scène une chute. Un accident tragique. Un gamin désemparé qui se penche par-dessus la balustrade, perd l'équilibre. J'essaie de le sauver mais je n'arrive pas à l'atteindre à temps. Je suis le héros qui a essayé. » Une autre pause. Une fois le gamin parti, Sarah sera facile à manipuler. Accablée de chagrin, dépendante de moi. Donnez-moi 2 mois, puis un accident de voiture. Je serai à l'abri pour le reste de ma vie. Thomas faillit halter à voix haute. Samedi. C'était dans 3 jours. Marcus allait le pousser du haut d'une cage d'escalier au musée. Thomas recula prudemment, son esprit s'emballant. Il ne pouvait plus attendre. Il devait le dire à sa mère maintenant. Il devait la forcer à écouter. Mais Marcus est rentré, et le moment était perdu. Sarah était fatiguée et est allée se coucher tôt. Thomas est resté allongé dans sa chambre, son enregistreur et son carnet serrés contre sa poitrine. Demain. Il lui dirait demain, lui montrerait tout, la ferait comprendre. Il s'endormit d'un sommeil agité, peuplé de cauchemars de chute, de sa mère en pleurs, du visage souriant de Marcus. Le lendemain matin était un samedi. Thomas se réveilla confus, son réveil indiquait 10 heures. Il avait dormi trop tard. Non, on l'avait drogué. Son verre d'eau sur la table de nuit, Marcus avait dû y mettre quelque chose la veille. Thomas descendit les escaliers en titubant, la panique montant. Sa mère était dans la cuisine, habillée et prête. « Te voilà, marmotte. Nous devons partir pour le musée dans 20 minutes. Marcus nous y attend. Il a dit qu'il avait une surprise pour toi. » Le sang de Thomas se glaça. Samedi. Le musée. La cage d'escalier. C'était aujourd'hui. Comment avait-il perdu une journée entière? Son calendrier, il avait regardé la mauvaise date. Aujourd'hui, c'était samedi. Aujourd'hui, Marcus allait le tuer. « Maman, » dit Thomas, la voix tremblante. « Maman, il faut que je te parle. Tout de suite. C'est une urgence. » Sarah regarda le visage pâle de son fils. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens malade ?» Thomas agrippa son sac à dos. « Maman, s'il te plaît. On ne peut pas aller au musée. On ne peut pas voir Marcus. S'il te plaît, tu dois m'écouter. » Sarah s'agenouilla, inquiète maintenant. « Thomas, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe ?» Thomas ouvrit la fermeture éclair de son sac à dos avec des mains tremblantes. Il en sortit l'enregistreur, le carnet, le sachet de biscuits empoisonnés. « Maman, Marcus essaie de nous tuer. Il veut l'argent de ton assurance. J'ai des preuves. S'il te plaît, crois-moi. » Sa voix se brisa. Sarah fixa les objets dans les mains de son fils. « Thomas, de quoi parles-tu » Thomas appuya sur le bouton de lecture de l'enregistreur. La voix de Marcus emplit la cuisine. Claire, indéniable, monstrueuse. La durite de frein, c'était trop évident. S'il part en premier, elle sera dévastée. 2 millions de dollars. Et puis l'enregistrement le plus récent. Ce samedi. Le bâtiment a cette grande cage d'escalier. Facile de mettre en scène une chute. Un accident tragique. Le visage de Sarah devint blanc. Elle attrapa l'enregistreur, le repassa, puis encore une fois. Ses mains tremblaient. « Thomas, » murmura-t-elle. « Depuis quand sais-tu » Les yeux de Thomas s'emplirent de larmes. 6 semaines.
Je l'ai vu empoisonner mes biscuits. J'ai rassemblé des preuves parce que j'avais peur que tu ne me crois pas. Sarah serra son fils dans ses bras, le tenant si fort qu'il pouvait à peine respirer. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Thomas! Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé de ne pas avoir vu. Ils restèrent ainsi un long moment, mère et fils, se tenant l'un l'autre tandis que la vérité s'installait autour d'eux comme de la cendre. Sarah se recula, essuya ses yeux, et son expression se durcit. On appelle la police. Tout de suite. Elle attrapa son téléphone, mais il était éteint. Elle l'avait laissé charger toute la nuit dans le salon. Elle alla le chercher et eut un hoquet de surprise. Le câble de chargement avait été coupé. Marcus était dans leur maison la nuit dernière. Il avait drogué l'eau de Thomas, coupé le câble du téléphone, il les voulait isolés et sans préparation. Le téléphone fixe de Sarah était dans la cuisine. Elle le décrocha. Pas de tonalité. La ligne avait été coupée aussi. Il faut qu'on parte, dit Sarah avec urgence. On va aller au poste de police en voiture. Ils coururent au garage. La voiture de Sarah était là, mais quand elle tourna la clé, rien ne se passa. Le moteur avait été saboté. Marcus avait été minutieux. L'esprit de Sarah s'emballa. Michael. On va courir chez Michael. C'est seulement à 1,5 km. Elle attrapa la main de Thomas, et ils sortirent en courant par la porte d'entrée. Debout sur le porche, souriant, se tenait Marcus. Il n'était pas censé être là avant 1 heure. Il était venu en avance. « Vous allez quelque part ?» demanda-t-il aimablement. Sarah se plaça devant Thomas. « Reste loin de nous. » Le sourire de Marcus s'effaça. « Vous savez, n'est-ce pas? Le gamin vous a dit. » Sa voix changea, devint froide, sans émotion. « J'espérais vraiment qu'on pourrait faire ça simplement. Sarah, je t'aimais bien, sincèrement. Mais les affaires sont les affaires. » Il s'avança. Sarah attrapa une pelle de jardin appuyée contre le porche et la tint comme une arme. « La police c'est tout. Les enregistrements, les preuves. Tu es fini, Marcus. » Elle bluffait, mais sa voix était ferme. Marcus rit. « Bien essayé. Mais vos téléphones sont coupés, votre voiture est en panne, et personne ne sait rien. Pour l'instant. » Il plongea la main dans sa veste. La prise de Sarah sur la pelle se resserra. « Thomas, cours, dit-elle doucement. Cours chez l'oncle Michael. »« Je ne te laisserai pas, dit Thomas, terrifié mais défiant. »« Comme c'est touchant, dit Marcus. La famille courageuse. » David aussi était courageux. « Tu veux savoir quelque chose de drôle? Le chauffard ivre qui l'a tué? C'est moi qui l'ai engagé. Ça m'a coûté 10 000 $. David allait changer le bénéficiaire de son assurance pour une œuvre de charité. Je ne pouvais pas permettre ça. J'avais besoin de toi en veuve éplorée avec un joli pactole. Le monde de Sarah bascula. Tu as tué David? Marcus haussa les épaules. Techniquement, c'est le chauffard qui l'a fait. Je n'ai fait que le mettre sur la bonne voie. La fraude à l'assurance est une affaire délicate. Ça demande de la patience, de l'organisation. Mais 2 millions de $? Ça vaut bien quelques années d'efforts. La rage explosa en Sarah. Elle brandit la pelle. Marcus esquiva, mais pas assez vite. La lame de métal lui entailla l'épaule. Il recula en chancelant, jurant. « Salope !» Sarah frappa de nouveau. Thomas hurlait. Et puis, une voiture dérapa dans l'allée. Michael en sauta, téléphone à la main. « La police arrive dans 3 minutes. J'ai tout filmé. » Il leva son téléphone, la caméra pointée sur Marcus. Y comprit cet aveu à propos de David. Le visage de Marcus se tordit de fureur. Il se précipita sur Michael. Les deux hommes s'entrechoquèrent, luttant. Sarah écarta Thomas, le protégeant. Marcus était plus jeune, plus fort, mais Michael se battait avec la fureur d'un homme protégeant sa famille. Ils s'écrasèrent contre la rampe du porche. Le bois se brisa. Marcus projeta Michael à terre, se tourna pour s'enfuir, mais son pied se prit dans la rampe cassée. Il tomba lourdement les marches du porche, sa tête heurtant le béton de l'allée avec un craquement sinistre. Tout devint silencieux. Marcus gisait immobile, une flaque de sang s'étendant sous sa tête. Sarah serra Thomas contre elle, lui couvrant les yeux. Michael descendit en se pressant, vérifia son pouls. Il est vivant. Inconscient. Des sirènes hurlèrent au loin, se rapprochant. Michael regarda Sarah. Je surveillais la maison depuis des semaines. Quelque chose n'allait pas. J'ai installé une caméra cachée hier.
Je l'ai surpris en train de couper vos lignes téléphoniques ce matin. Je regardais sur mon téléphone, attendant le bon moment. La police est arrivée, puis les ambulances. Marcus a été emmené sous garde policière. Sarah et Thomas ont fait leur déposition, montré les preuves. L'enregistreur, le carnet, la vidéo de Michael. Tout. Le détective a dit d'un air sombre, c'est l'un des cas les plus prémédités que j'ai vus. Il ne s'en sortira pas. Ils ont découvert plus tard que Marcus avait déjà fait cela. 2 de ses anciennes partenaires étaient mortes dans des circonstances mystérieuses. Il avait touché l'argent de l'assurance les 2 fois. C'était un prédateur professionnel. Thomas a passé cette nuit-là chez Michael. Sarah est restée près de lui, ne le quittant jamais. « Tu nous as sauvé la vie », a-t-elle dit à son fils. « Tu as été si courageux. » Thomas a finalement pleuré, toute la peur et le stress de 6 semaines se déversant. « J'avais si peur, maman. Je ne savais pas si tu me croirais. Je ne voulais pas te perdre toi aussi. » Sarah le serra dans ses bras. « Tu ne me perdras jamais. Jamais. Et je te croirai toujours. Toujours. » Marcus a survécu à ses blessures mais a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. 3 chefs d'accusation de tentative de meurtre, un chef de complot en vue de commettre un meurtre dans le cas de David, fraude à l'assurance et de nombreuses autres charges. Lors de la sentence, Sarah a lu une déclaration de la victime. « Vous avez pris mon mari, terrorisé mon fils et essayé de détruire ma famille. Mais nous avons survécu. Nous sommes plus forts que vous ne l'avez jamais été. » Marcus n'a montré aucune émotion. La compagnie d'assurance a versé une récompense à Michael pour avoir empêché la fraude. Il a utilisé l'argent pour créer un fonds d'études pour Thomas. Sarah a pris un congé de son poste d'enseignante. Elle et Thomas ont tous 2 suivi une thérapie. Les cauchemars se sont lentement estompés. Thomas a porté son sac à dos pendant des mois par la suite, l'enregistreur toujours à l'intérieur, mais finalement, il a pu s'en défaire. 1 an plus tard, Sarah, Thomas et Michael étaient assis ensemble devant la tombe de David. Ils ont apporté des fleurs, raconté des histoires, ri de vieux souvenirs. « J'ai tenu ma promesse », a dit Michael à la pierre tombale de son frère. « Je les ai gardés en sécurité. » Thomas a placé une pierre de rivière lisse sur la tombe, une de sa collection. « Merci, papa », a-t-il murmuré, d'avoir fait en sorte que l'oncle Michael soit là. Ils sont retournés à leur vie avec une nouvelle compréhension. La famille n'était pas toujours une question de sang, bien que celle de Michael le fût certainement. La famille, c'était les gens qui vous protégeaient, qui vous croyaient, qui voyaient le danger et intervenaient. Thomas rêvait toujours de devenir géologue. Sarah est retournée à l'enseignement. Michael est resté une présence constante, désormais accueilli sans réserve. Ils formaient tous les 3 une unité indestructible. Parfois, Sarah pensait à quel point ils étaient passés près de la destruction. Comment un sourire charmant et des mots étudiés avaient failli tout anéantir. Comment son fils de 9 ans avait été forcé de devenir un détective, un survivant, un protecteur. Mais surtout, elle pensait à sa fierté face au courage de Thomas, à la loyauté de Michael, et à sa propre force quand cela avait le plus compté. Dans la chambre de Thomas, sur une étagère à côté de sa collection de pierres, se trouvait l'enregistreur numérique. Il n'a jamais effacé les enregistrements. Ils étaient des preuves, oui, mais aussi une confirmation. La confirmation que la vérité existait, que le courage comptait, que même les enfants pouvaient combattre des monstres et gagner. Parfois, tard dans la nuit, quand les doutes s'insinuaient, Thomas tenait l'enregistreur et se souvenait. Se souvenait qu'il avait sauvé sa mère, s'était sauvé lui-même, et avait honoré la mémoire de son père, tout à la fois. Ils étaient des survivants, tous les 3. Et ensemble, ils étaient enfin, vraiment, en sécurité.